Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord, attitude de ce jeudi déjà rendu vers la fin de la semaine et notre dernière de la semaine. Pour ce qui est de Côte-Nord Attitude, Tommy Augier, journaliste pour Nous TV Sept-Îles et Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio. Salut Jean! Bonjour Tommy! Ça va bien? Ben oui, quand même, quand même. Avec les petits, un petit virus. Les là, virus se promènent de ce temps-ci. Ben c'est la période pour ça. C'est jamais le fun, là, mais c'est le temps pour ça. Hein. Le petit froid, des fois, on fait juste sortir le bout du nez dehors sans avoir mis une tuque ou un foulard de trop, puis blang, ça nous arrive. Ben voilà. T'es à ton poste comme à l'habitude. Et on va parler de santé ce midi, mais davantage de la gestion de notre réseau de la santé. Il y a un sérieux problème de recrutement et pour les infirmières, le personnel de l'hôpital de Sept-Îles ou du centre intégré de santé, ben la situation devient difficile là, avec la surcharge de travail. Les infirmières, même la présidente et la vice-présidente de la fédération étaient à Sept-Îles hier. On a organisé une petite manifestation là dans le stationnement derrière le CLSC de la rue Brochu. Faut dire que le conseil d'administration du centre intégré de santé était réuni au CLSC de Sept-Îles hier. Donc on va parler d'abord avec deux porte-paroles du syndicat des infirmières du Nord-Est québécois, la présidente Nathalie Savard et la présidente nationale Claire Montour. Tout de suite après, on a les réactions là de Marc Fortin, le président directeur général du Centre intégré de santé. Avec lui, on va parler aussi du nouveau plan de redressement du budget. Hein, là, il y a encore un 14 millions, plus de 14 millions qu'il faut résorber là dans le budget du Centre de santé. Mais le gros problème, c'est le recrutement de personnel, semble-t-il. Donc, un bloc santé qu'on va vous offrir le plus tôt possible parce qu'on vous offre 5 entrevues ce midi grosse à Côte-Nord Attitude. L'autre bloc, ça va être plus politique, de la politique partisane pour ça. À deux niveaux on reçoit le président du Parti québécois dans le comté de Duplessis, Jacques-René Giguère, vers 12h28. Et avec lui, on va parler de l'actualité, la chute de sa formation politique dans les sondages, l'élection de 2018, enfin, plein de sujets politiques. On va rester dans la même veine avec le président de l'Association libérale fédérale par la suite, Tommy. Exactement, là, c'est monsieur Dave Savard qui viendra nous parler. Eux ont présenté là à l'Assemblée générale du 7 mai dernier une proposition pour que le gouvernement libéral fédéral aide au prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord. Il y a l'association également là, libérale du côté de Terre-Neuve-Labrador qui vont déposer un peu le même type de résolution pour ce qui est de leurs infrastructures dans cette province. Donc, eux appuient la proposition. On verra si c'est réciproque. On verra également là, peut-être tous les inconvénients et les aboutissants de ce genre de proposition. Donc, en troisième ou quatrième, non, c'est ça, hein, quatrième, parce qu'on a... Vers midi 20. Ouais, vers midi 40. Midi 40, parce qu'on aura une autre entrevue par la suite. Et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, la dynamique Dr Laberge, cette chroniqueuse à TVA, là, Dr Christiane Laberge, médecin, chroniqueuse. Elle est aussi porte-parole du défi J'arrête, j'y gagne. Elle s'adresse donc aux fumeurs de la Côte-Nord. Elle les invite à s'inscrire. C'est pas mal ce qu'il y a de plus efficace quand on veut cesser de fumer. Une trousse complète, plein de trucs, le soutien d'un groupe. En fait, Dr Laberge nous parle de tout ça en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Mais on commence l'émission avec les actualités. Actualité Pure FM. Oui, un petit bulletin rapide de ce midi. D'abord, l'Institut national des mines publie des capsules vidéo en réalité virtuelle produites sur la Côte-Nord. Les images à 360 degrés tournées à Fermont, en collaboration avec ArcelorMittal, donnent une bonne idée de l'immensité de la fosse, du mont Wright et du travail à la mine. Ces capsules visent d'ailleurs à faire découvrir le secteur minier, les formations qui permettent d'y accéder et les opportunités d'emploi pour les jeunes. La direction de la résidence des bâtisseurs Sept-Îles défend la qualité des soins qui sont dispensés par son personnel. Elle réfute les récentes allégations publiques du Centre intégré de santé, notamment concernant la gestion des médicaments auprès des résidents en ressources intermédiaires. La direction de la résidence privée de la rue Arnaud révèle même que depuis la prise en charge
de l'administration des médicaments par le personnel du CI3S le 12 janvier, plus d'une vingtaine d'événements ne respectant pas les normes ont été recensés. La résidence des bâtisseurs Sept-Îles a écrit au conseil d'administration du Centre intégré de santé pour dénoncer des manquements, irrégularités et omissions inacceptables de la part de l'organisme public. La direction de la résidence ajoute que les récentes critiques sur la place publique sèment la confusion et créent une insécurité injustifiée auprès des aînés et des familles. Elle parle même d'une vendetta aux intérêts obscurs. La résidence des bâtisseurs s'interroge sur les intentions du CI3S en soulignant qu'une troisième enquête administrative en quelques années s'apparente à de l'abus de pouvoir. Et puis le Club Richelieu de Sept-Îles a donné récemment le coup d'envoi des festivités de son 60e anniversaire. Le président du comité du 60e, Valmont Bourgeois, a dévoilé le plan d'action 2018 et le slogan « La fraternité au cœur de la communauté ». Une grande fête s'organise le 27 mars pour ce 60e. D'autres activités sont prévues, dont la cabane à sucre, une loterie voyage et la campagne des petits pains Richelieu. Le Club Richelieu, les clubs Richelieu ont pour mission de faire la promotion de la francophonie. Le ras-le-bol des infirmières a été exprimé lors d'une manifestation hier, entretien avec 2 dirigeantes du syndicat des infirmières du Nord-Est du Québec et avec le PDG du Centre intégré de santé, Marc Fortin, dans quelques instants. Vous écoutez Côte-Nord Attitude. Attitude. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Salut Mélanie. Salut. On se connaît? Super bien. Je suis Steve, ton voisin de palier. Steve, le gars de party, comme toi. Hier, t'étais vraiment hot au bar, là. T'as même gagné le concours de shooter. Je te parle pas du reste. On recommence ça à soir? Pardon? Si vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez fait la veille, Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Votre sœur aussi pourrait faire partie des 72%. Saviez-vous que 72% des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les 10 signes précurseurs. Contactez la Société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pur FM 94.1 Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors, il y avait une manifestation d'infirmières cet après-midi devant le CLSC de la rue Brochu à Sept-Îles. Nathalie Savard du syndicat des infirmières du Nord-Est québécois est chez nous, de même que Mme Claire Mondour, la présidente de la Fédération. Mesdames, c'est comme partout au Québec, là. Est-ce qu'on est rendu qu'on a un genre d'intersyndical des infirmières pour passer un message clair au gouvernement, là? Je pense qu'on a un intersyndical de l'épuisement des infirmières. Infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes ne sont plus capables. L'épuisement, la difficulté au travail, le temps supplémentaire, les maladies, l'absence d'un message clair que le gouvernement a du respect pour ces infirmières-là auxiliaires et inhalothérapeutes n'est pas là. Je pense que c'est ça le message. C'est pas un mouvement, c'est tout a combiné. Oui, il y a des débordements dans les urgences, il y a de plus en plus de monde, le monde est malade. On fait face à des compressions budgétaires, faut pas ouvrir de lits, on met des chaises roulantes entre des civières, on fait n'importe quoi. Là, je pense que le monde, ils ont dit, c'est assez. Le ministre Barrette a quand même expliqué les mesures qui ont été prises, les annonces récentes. Et là, je viens d'entendre Philippe Couillard aux nouvelles vous relancer la question. Finalement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire de plus pour les infirmières débordées? C'est sa question qu'il vient de poser cet après-midi. Vous lui répondez quoi? Qu'il fasse son travail de premier ministre. Il a signé une convention collective au mois de décembre 2015. On avait des conditions de travail là-dedans qui sont toujours existantes, qui veut nier. On a toujours voulu des postes à temps complet, des postes stables, pas des postes avec 4 centres d'activité, 3 quarts de travail qu'on va promener le monde comme des pions. Il le sait.
Il veut pas le voir. Fait que, premièrement, il va arrêter ses compressions budgétaires. Deuxièmement, là, il va respecter sa signature dans la convention collective. Avec ça, on va aller loin. On n'a pas principalement un problème de recrutement d'infirmières actuellement, là, dans certaines régions, en tout cas? Non, parce que le problème n'est pas qu'il manque de personnes. La preuve, c'est qu'il y a des infirmières qui n'ont pas d'emploi, qui viennent de finir leur cours, qui ne demandent pas mieux que de travailler. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on prend des personnes et on les met à temps partiel en espérant que pour compléter leur semaine, elles vont demeurer disponibles. Puis là, qu'on va pouvoir les promener partout sans engagement comme employeur. Il est là le problème, c'est l'organisation des postes, c'est le contenu du poste qui fait défaut. Il y a du monde qui attend d'avoir une job comme infirmière. Sur la Côte-Nord, là, on amorce un processus particulier, si je comprends bien, à la région. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on pose comme geste, là, alors que le conseil d'administration est réuni, c'est qu'on va déposer un signalement de maltraitance organisationnelle au commissaire local aux plaintes de la Côte-Nord. Est-ce qu'on a inventé ça, Nathalie Savard? Pas du tout. C'est dans la loi sur la maltraitance qui a été mise en vigueur au mois de mai. Non, on l'a pas inventé, sauf qu'on le met en application. L'employeur ne peut pas juste mettre sur la faute du personnel soignant la maltraitance en leur disant « Mais vous avez pas le droit de faire ça, faut que vous fassiez attention, faut que vous voyez les gens, faut que vous preniez le temps de faire ci, faire ça. » Il faut qu'ils donnent les conditions aux infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes de bien faire leur travail et de prendre le temps de donner des services de qualité. L'organisation du travail, l'instabilité des équipes présentement, le temps supplémentaire obligatoire. Quand ça fait 16 heures là, que tu travailles, ton niveau de conscience il n'est plus nécessairement comme si tu fais un chiffre de 8 heures. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les outils que le gouvernement nous a mis dans la main et on dénonce que l'organisation du travail fait en sorte que nos membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, ne sont pas capables de donner des soins de qualité comme la population le mérite ici sur la Côte-Nord. Alors oui, c'est une nouvelle façon de faire, un nouvel outil que nous avons et nous le prenons. Alors maintenant, on s'attend que Mme Bourgeois, la commissaire aux plaintes, qui va être déposée bientôt, va prendre cette plainte-là et va la traiter correctement, va nous interpeller. Écoutez, quand on dit à une infirmière là qui travaille en médecine, parce que là, on dit, ben là, peut-être qu'il n'y a pas de travail ici ou je sais pas quoi, on a coupé des lits, puis temporairement, ben tu vas t'en aller à l'urgence faire du triage. Que cette infirmière-là, elle n'a pas eu de formation sur le triage, qu'elle n'était pas prête à faire ça, qu'elle n'est pas capable de bien faire ce travail-là, c'est pas correct de faire ça. On vient d'atteindre à une qualité de service que la population. Quand on dit à une infirmière auxiliaire, là, toi, aujourd'hui, là, on a un rush l'autre bord à l'urgence, là, tu vas y aller. Mais qu'on l'a pas formée, qu'on l'a pas orientée, qu'elle arrive sur le tas, que c'est pas mieux pour l'équipe qui est là, ça aide pas nécessairement, ça vient faire que tout le monde est débalancé dans le travail. Quand il manque 2 préposés dans une équipe de soins en médecine pendant une semaine de temps, puis que ces infirmières, il faut qu'ils s'occupent des cabarets, puis ci, puis ça, puis qu'on donne pas les médicaments nécessairement à temps, puis ça marche pas. Et c'est ça qu'on veut que la commissaire aux plaintes prenne conscience et qu'elle vienne solutionner la problématique. Madame Montour le dit, la problématique présentement, c'est qu'on a 196 postes ici sur la Côte-Nord, dans le 6 Côte-Nord, qui sont à quelque part dans les airs, dans les nuages, que l'employeur n'a pas affiché depuis plus d'1 an, qu'on est en train d'évaluer. On en a 48 dernièrement qui viennent d'être abolis. Et c'est n'importe quoi parce que on nous a dit, en fin de semaine dernière, on manque de monde à l'urgence, les soins critiques ici, urgence de cette île. Par contre, on vient de nous abolir 3 postes aux soins critiques d'infirmières. On met les gens à temps partiel, on leur demande de donner une disponibilité, on les appelle à la dernière minute. C'est pas ça que les membres ils veulent. Les membres ils veulent un horaire stable, une horaire d'avance pendant 1 mois. Ils veulent être capables de sortir à 4 heures, s'en aller. Les gens, c'est pas parce qu'ils veulent plus de poste à temps complet, c'est qu'ils veulent avoir les conditions aussi. Quand tu es à temps complet, puis qu'en plus, il faut que tu tapes 5, puis 3, puis 4 temps supplémentaires dans ta semaine, ça fonctionne pas. Ils ont une vie, ils veulent avoir une qualité de vie avec leur famille. Alors, c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Et là, ça suffit là de nous passer d'un comité à l'autre, puis de nous faire, puis que personne nous parle, puis qu'on fait toutes sortes de choses. Alors, on interpelle la commissaire pour mettre le pied à terre puis dire là, faut que vous fassiez de quoi. Vous avez le pouvoir d'ordonner à ces gens-là d'arrêter puis de faire en sorte que l'organisation du travail redevienne correcte pour les gens qui donnent les soins. C'est quand même plusieurs fois qu'on en parle, que vous passez le message à la place publique, particulièrement dans le coin de Sept-Îles et Port-Cartier. Là, c'est peut-être pas par hasard si la présidente d'un mouvement national est ici. Il y a quand même un problème particulier, la mobilité aussi dans tout ça, l'utilisation de travailleuses indépendantes
aussi dans votre domaine. Est-ce que c'est bloqué aux deux niveaux? Vous avez un message clair là aux gestionnaires locaux là. C'est pas juste l'argent qui manque au ministère. On pourrait faire mieux avec ce qu'on a au 6 Côte-Nord. Il manque 14. On va avoir le budget là, à peu près 14 millions de déficit là, ça suffit. Il en manque de l'argent. Le ministre Philippe Couillard là, il a demandé qu'est-ce que je dois faire, qu'il réinvestisse dans les soins de santé, entre autres sur la Côte-Nord. Ça fait 3-4 ans qu'on est en déficit important. Alors, ça démontre qu'on n'est pas capable de fonctionner, donner des qualités de service avec les budgets qu'on a présentement. Alors, ce qu'on demande, là, c'est les administrateurs. Il y a des administrateurs ici, là. Ils viennent pas juste se pavaner puis faire n'importe quoi. Ils ont des responsabilités. Alors, on demande que ces administrateurs-là écoutent le message qu'on a apporté et mettent leurs pieds à terre et demandent au PDG, directeur général, des RH et compagnie de mettre des mesures en place et d'aller chercher les budgets à lesquels on a droit au niveau du ministère. On veut faire réouvrir Jusqu'à nos maintenant, postes. il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de travail qui se fait dans ce sens-là, d'après vous? Écoutez, on a gardé des postes, 196 postes gardés depuis 1 an et demi. Non, là, c'est une vraie farce. On abolit 48 postes sans en parler au syndicat, sans faire l'évaluation avec nous des gestionnaires qui ont décidé de faire ça. Mais on le sait pourquoi ils ont fait ça. Pour diminuer le déficit budgétaire de 14 millions. C'est ça les vraies raisons. Et en même temps, on incule la plan 3. On est en train de faire le plan 3 ici. Alors, on dit les décisions, le patient doit être au cœur de nos décisions. Alors qu'on sait pertinemment qu'au Québec, dans les soins de santé, c'est le budget qui est au cœur des décisions des gestionnaires. Alors, quand il manque 2 préposés, là, on dit, c'est bon pour économiser. On se pose pas la question, les cabarets, là, les patients vont peut-être les avoir en retard aujourd'hui. Quand on prend une infirmière qui est pas habituée d'aller au triage, on se pose pas la question, ça va-tu fonctionner? Mais quand ça marche pas, là, on lui fait des plaintes à l'ordre des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes. Puis on lui dit, bye bye la visite, mais on oublie tout ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là, tout le temps supplémentaire qu'ils ont pu donner et tout le service. Parce que c'est pas les gens là ici qui sont là, c'est pas les administrateurs qui sont assis dans le bureau qui donnent les soins à la population. C'est des infirmières auxiliaires, c'est des inalos avec leurs autres collègues sur le terrain et les compressions budgétaires que le gouvernement Couillard nous impose depuis des années, c'est assez, ça ne fonctionne pas. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Attitude. Je suis en compagnie du président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Hier, le conseil d'administration était réuni du côté de cette île. Il y a les infirmières qui ont pris la parole. Monsieur Marc Fortin, bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Fortin, les infirmières ont beaucoup exprimé leur épuisement. Je pense que dans d'autres régions du Québec, ça a été exprimé vivement et avec émotion. Leurs demandes sont légitimes quand même d'avoir les horaires 4 semaines à l'avance. On a de la difficulté à réaliser ça? En fait, oui, on a une certaine difficulté et ça, je le reconnais. Cependant, on est à pied d'œuvre avec nos gestionnaires pour orchestrer des correctifs dans les meilleurs délais possibles. Vous savez, depuis quelques années, même avant l'avènement du 6, il y a eu beaucoup de postes qui n'ont pas été affichés, qui étaient retenus parce qu'on anticipait des réorganisations de toute nature. Donc, aujourd'hui, on vit un peu le ressac de ça. Puis nos systèmes, dans chacun des établissements, ne se parlaient pas. Donc, d'ici septembre, d'abord, nos systèmes vont être unifiés, puis d'autre part, on a déjà donné le mot d'ordre pour faire le ménage de nos postes vacants et afficher tous ceux qu'on peut afficher présentement. OK. Donc, on en a aboli des postes. La présidente du syndicat parlait quand même de 196 postes vacants c'est sûr que c'est vaste, la Côte-Nord, là, c'est sans doute sur tout le territoire, mais c'est beaucoup, me semble. On a 3300 postes habituellement, et oui, c'est beaucoup, et c'est l'accumulation de plusieurs années où on a essayé de pas bouger les choses. Donc, effectivement, il y en a quand même beaucoup. Il faut dire aussi qu'on a aboli certains postes, mais on en a créé beaucoup d'autres. Ça n'a pas été mentionné hier par Mme Savard. Et lorsqu'on aura l'occasion d'avoir des séances de travail avec le syndicat CISNEC, on aura l'occasion de faire la mise au point sur ce dossier. Oui, les services, d'après vous, là, dans la situation actuelle, vous avez quand même reconnu que c'est une situation particulière. Les services aux gens
gens? Il y a des choses, qui vont moins vite, des listes d'attente qui sont plus longues, l'urgence. D'après vous, on donne des services de qualité sur la Côte-Nord? Alors ça, j'en démords pas. Les services que nous donnons, ils sont de qualité et il n'y a pas de baisse de services. Les urgences, globalement, s'améliorent. Il y a des pics, évidemment, de difficultés à certains moments de l'année, et en particulier dans une ou deux urgences, oui. Mais je vous dirais que nos données nous indiquent qu'il y a une amélioration du fonctionnement de nos urgences en général. Si j'ai bien compris votre discours hier là aux administrateurs puis aux gens du public et aux infirmières, on a un sérieux problème de recrutement. Vous avez d'ailleurs même suggéré, c'est peut-être une très bonne idée ça d'ailleurs, d'organiser des états généraux sur la Côte-Nord avec peut-être le privé, le secteur de l'éducation, les municipalités pour améliorer l'attractivité. Donc on affiche des postes puis il y a personne qui applique actuellement. À 3000 employés et plus, c'est le plus gros employeur de la Côte-Nord, le CIS, là. Oui, M. Saint-Pierre, écoutez, c'est le constat que nous faisons parce qu'on met beaucoup d'énergie à recruter et à attirer des personnes. On est le CIS de la Côte-Nord, le plus gros employeur, comme vous le mentionnez si bien, mais toutes les autres entreprises de la Côte-Nord et même les autres secteurs publics ont de la difficulté. Alors, je pense que en se mettant ensemble, en discutant de notre réalité et de nos réalités, comment on peut faire mieux tous ensemble, on pourrait peut-être améliorer nos chances. Et c'est une idée que vous avez lancée comme ça hier ou vous avez commencé à en parler à d'autres organisations, des états généraux pour l'attractivité de la Côte-Nord puis améliorer le recrutement de personnel? Bien, on a commencé à en parler avec la table des aînés. Moi, j'en ai parlé particulièrement j'ai rencontré les maires de la MRC de Manicouagan. Nous allons poursuivre nos discussions avec les autres groupes. Il y a une assemblée des MRC. J'ai l'intention de parler à celui qui préside, M. Luc Noël. Alors, je veux qu'on se mette en marche. Sur notre conseil d'administration, j'ai la chance d'avoir un représentant de l'Université du Québec à Chicoutimi, j'ai un représentant du Cégep de Sept-Îles et j'ai le directeur général du Cégep de Bécomo. Alors, on va essayer de tous travailler et tirer dans le même sens. Bon, c'est bien. Pour revenir sur ce qui est exprimé par les infirmières, il y a d'autres syndicats aussi qui ont pris la parole dans les dernières semaines, M. Fortin. Concrètement, là, est-ce qu'il va y avoir je comprends qu'on veut pas non plus négocier ou régler là, des affaires de gestion sur la place publique, mais est-ce qu'il va y avoir des gestes de rapprochement? Vous semblez ouvert comme ça là, dans les réunions publiques, mais les infirmières semblent dire que dans le privé, c'est difficile, là, des gestes de rapprochement, des rencontres, des discussions pour améliorer l'ambiance, la situation, là? Bien, vous touchez un bon point. Alors, je réitère que je suis preneur de toute solution qui pourrait mieux desservir et mieux améliorer le climat de travail de notre organisation. Je suis ouvert à toute proposition. Cependant, je vois également le fait qu'il y a des propositions qui sont souvent mises sur la table et qui ne sont pas preneurs. À titre d'exemple, pas plus tard que ce matin, j'avais un courriel d'une infirmière chef, donc je ne vous dirai pas à quel endroit précisément, mais qui m'indiquait qu'elle avait offert à tout le personnel à temps partiel des postes à temps complet et les infirmières, pour beaucoup, n'acceptaient pas. D'autre part, certaines infirmières nous mentionnaient qu'elles voudraient avoir des 12 heures. Demande qui a été faite il y a plusieurs mois au syndicat sans réponse. Alors, vous voyez, il y a quand même deux côtés de médaille, puis moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut régler ce genre de situation-là si on a de l'ouverture à mettre en place des mécanismes pour le faire. Alors, il faut aussi s'élever au-dessus de la mêlée et trouver des solutions. Ça prend quand même aussi les argents suffisants là pour desservir la mission que vous avez à faire sur le très vaste territoire de la Côte-Nord. Là, on a adopté hier un plan de redressement. Il faut encore résorber plus de 14 millions de dollars dans le budget. Ça aide pas, ça, M. Fortin? Ça, c'est vrai. Vous touchez un point important. C'est 14,5 millions à payer au 31 mars. Le conseil d'administration a approuvé un plan de retour à l'équilibre de 9,6 et les discussions que j'ai avec le ministère, ça serait pour eux et pour nous quelque chose de réalisable et réaliste. Donc, la bonne nouvelle dans les circonstances, s'il y en est une, là, c'est qu'ils ne nous obligent pas à avoir des mesures totalisant 14,5, aussi parce qu'il y a des services avant l'avènement du CIS qui ont été mis en place sans financement. Alors, le ministère est bien au fait de ça et moi, je ne ferai pas de plan de compression budgétaire sur des services que je donne et qui n'ont pas été malheureusement financés. Est-ce que c'est l'autre question, peut-être en terminant, M. Fortin, qui se pose dans tout ça? Est-ce
que vous, votre conseil d'administration, on s'attend sur la Côte-Nord que vous nous représentiez là à Québec auprès du ministre pour en demander plus d'argent. Ce travail-là, on le fait, quoi? On met des énergies là-dedans aussi? Bien, écoutez, on a eu au cours de l'année là des investissements autour de 4 millions. Là. Donc, le programme SAPA, notamment, là, des personnes âgées, on a eu 1,4 million. On a aussi des investissements en soutien à domicile qui est au-dessus du million. On a également eu l'urgence de cette île. Oui, quand il est venu, M. Barrette, c'est ce qu'il a annoncé, mais ça aide pas au quotidien, ça, là. Bien, écoutez, moi, je vous dirais que si je regarde les données que je possède présentement, là, par rapport à l'année passée, là, j'ai 150 000 heures rémunérées de plus. C'est pas les cadres, là, parce que les cadres, j'ai une diminution d'heures. Donc, c'est du personnel auprès des patients. 150 000 heures de plus rémunérées. Eh bien, Marc Fortin, président, directeur général du Centre intégré de santé Côte-Nord, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous. C'est Saint-Pierre, le plaisir était pour moi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est le moment de réserver pour offrir à votre être cher une soirée au Blanc Bistrot pour la Saint-Valentin. Du 8 au 18 février, venez profiter d'un de nos 3 menus pour 2 à partir de 27 $ par personne. Choisissez votre planche, canard, grill ou terre et mer. De notre côté, on vous offre l'apéro et le dessert. Réservation 960-0960. Blanc Bistrot, 14 Perdivet, blancbistrot.ca. Du 1er au 7 février aura lieu la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Équilibre Santé Côte-Nord vous invite à participer à ces différentes activités sous le thème du rétablissement qui se dérouleront tout au long de la semaine. Exposition de livres et de documents à la bibliothèque Louis-Ange Chanter. Porte ouverte chez Équilibre Santé Côte-Nord. Conférence au Centre d'amitié autochtone. Soirée d'information. Présentation du documentaire Ma jolie prison. Ces activités vous sont offertes gratuitement. Consultez l'horaire complet au www.semaine-alimentaire.com/calendrier. Un emploi dans le domaine de la sécurité vous intéresse? Inscrivez-vous dès maintenant à la formation d'agent de sécurité offerte par Garda World qui aura lieu du 5 au 16 février à Sept-Îles. Garda World a présentement plusieurs postes à combler. Salaire minimum de près de 18 $ de l'heure, possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux. Visitez garda.com/CDC ou appelez le 1-855-269-0357 pour plus d'informations. Faites vite, les places sont limitées. La 6e soirée bénéfice dégustation vin et fromage au profit de la Maison de la Famille de Port-Cartier se tiendra le 17 février à l'Agora du Centre récréatif et culturel sous la présidence d'honneur de Maître Mélanie Boulay, notaire, présidente de la campagne de financement. Une soirée haute en couleurs avec plusieurs encans et crédits voyage à gagner. Réservez votre billet avant le 9 février au 88-766-86-66. Merci à ArcelorMittal, partenaire majeur de l'événement. Côte-Nord. Attitude. Alors, après avoir parlé de santé, on se dirige maintenant vers la politique, Jean. Oui, on va parler de politique de façon partisane ce midi. On va recevoir tantôt le président de l'Association libérale fédérale de la Côte-Nord, Manicouagan. Le comté s'appelle toujours Manicouagan. Mais là, on va parler avec le président de l'Association du Parti québécois, le président de l'Association de comté, Jacques-René Giguère. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup d'informations politiques des dernières semaines du côté du PQ, une commission nationale en fin de semaine dernière, tu y étais? Conseil national. Un conseil national. Qui a lieu normalement 2 fois par année, qui réunit 1 à 2 délégués par comté, plus les régions, plus les jeunes, etc. Et il y avait aussi une conférence des présidents qui regroupe les présidents. C'est un groupe plus restreint. Et le chef Jean-François Lisée a maintenant comme une colistière, si j'ai bien compris. Une vice-chef, ça va être important dans le décor quand même. Oui, parce que c'est quelqu'un qui... Rappelez-vous que Mme Yvon a été quand même, non seulement s'est présentée à la chefferie, mais elle avait un fort appui, parce que les gens qui la connaissent bien, tout comme d'ailleurs les gens qui connaissent M. Lisée, connaissent la capacité de travail, et on sait que le travail qu'elle a fait, c'est extraordinaire. C'est une dame qui a des talents de négociatrice, d'amener des consensus. Elle est capable
d'expliquer aussi. Elle est très, très pédagogique. Et elle a dû quitter la course à la chefferie à cause de problèmes de santé et non pas à cause de d'autres problèmes de d'autres types. Là. Pas du tout, ni parce que sa campagne ne collait pas, ni quoi que ce soit. Là, c'était quelqu'un qui avait vraiment une bonne chance de gagner. Selon les sondages qui sont sortis dans les dernières semaines, on voit peut-être une chute, si on peut le dire comme ça, des pourcentages du côté du Parti québécois dans les intentions de vote à une prochaine élection. Vous, du côté de Duplessis, ça semble quand même être consolidé. Comment on le prend à ce moment-là quand on voit que notre position régionalement est quand même assez forte, mais qu'au niveau provincial, on a beaucoup plus de difficultés? Le rôle des gens dans les comtés, c'est d'abord et avant tout de travailler et de gagner leur comté. J'aimerais pouvoir me vanter que d'avoir un tel prestige comme président de Duplessis que je peux aller dans Vaudreuil-Soulanges et soulever les foules. Mais je crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre travail chacun dans notre coin. Mais on lit le terrain, on envoie des informations pour orienter les campagnes. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui intéresse les gens et de façon à orienter le message, de façon à orienter le programme comme tel. Mais Duplessis n'aura pas nécessairement un impact sur le résultat de l'élection provinciale. Faut pas se faire des accroires. Un comté, c'est un comté. Ouais, chaque vote a la même valeur. Les comtés n'ont pas tous le même nombre de votants. On pourrait imaginer... Vous savez, j'enseigne en sciences politiques, en plus d'économie. On pourrait imaginer toutes sortes de systèmes de votation. On pourrait imaginer un seul vote sur l'ensemble de la province avec des scrutins de liste. On peut avoir des circonscriptions régionales. On peut avoir toutes sortes d'affaires qui amèneraient à des formations de gouvernement différents. En Europe, même avec des comtés, imaginez avec les chiffres qu'on a, on aurait une coalition CAQ, Parti québécois, puisque la CAQ s'allierait pas avec personne d'autre. Leur mort serait lié avec le Parti libéral. Donc, il y a ça aussi qu'il faut tenir compte. Ouais. Alors, nous, on fait notre travail et on espère amener ce comté-là dans le giron du Parti québécois. Puis de passer le message. Au niveau national, le sondage, ça a pas jeté comme une douche froide quand même pour le Parti québécois. J'ai l'impression qu'on n'a plus de possibilité de remonter en si peu de temps, là, passer de 20 à, faudrait au moins revenir à 32-33% pour pouvoir espérer former le prochain gouvernement, non? Faut aussi regarder une autre chose, puis là, faut vraiment aller très loin dans les données, là, puis je suis pas un professionnel des sondages, j'en suis juste assez pour savoir qu'il y a toutes sortes de choses dans un sondage. C'est par exemple de regarder la profondeur de l'appui. Le plus bel exemple peut-être, c'était l'élection de Richard Nixon en 72. Il remporte 49 États sur 50 et moins de 2 ans plus tard, il s'en va en disgrâce. Il a le choix entre la démission et la prison, sous la pression populaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'appui de 40% des gens qui vont là et qui disent « Moi, je vais voter, mais... » et donnez-moi une autre occasion de pas voter d'un bord ou de l'autre. Quelle est la solidité de votre appui et pour quelle raison? Puis comment vous allez vous dépatouiller durant la campagne en essayant... Moi, je voudrais être à la place... En fait, je voudrais pas être à la place de François Legault qui va à la fois vous promettre les choses suivantes. On va baisser les impôts, on va bâtir un pont à Québec, qui va coûter 2 milliards. Ah, je pensais à Tadoussac. Non, il est pas venu ici. Nous autres, on est juste 2 comtés, faites-vous-en pas, il viendra pas. Alors, il va s'occuper de Québec, mais il payera pas. Moi, j'aime la phrase que j'ai entendue de gens de la CAQ dire oui, mais qui va payer le 2 milliards puisque vous payez les impôts? Et la phrase a été le gouvernement va payer. Donc, à un moment donné, il y a peut-être du monde qui vont dire oui, mais regarde, comment tu fais ça, là? Est-ce que vous croyez que le Parti libéral risque de peut-être essayer de vous aider dans cette course pour nuire à la CAQ? Oh boy, les calculs machiavéliques des directions de partis politiques font l'objet de la littérature depuis des siècles, depuis l'époque de l'Empire romain. Alors, l'ami de mon ennemi étant l'ennemi de n'importe qui, là. Le PQ va être obligé d'aller vers ce genre de stratégie parce que là, son intérêt, c'est justement que le vote soit se divise un peu, là, pour remonter quelque chose. En général, c'est l'intérêt de tout le monde que le vote de ses adversaires se divise. Donc, c'est rien de très nouveau. Mais effectivement, évidemment que le Parti libéral a aussi quelque chose. Qu'on dit quand on regarde son 30%, il est le 3e chez les francophones. Oui. Le vote du Parti libéral. Ah, le sondage était plus dur pour le Parti libéral. Dans un sens, pour oui. Le PQ, si on regarde du côté des francophones. Du côté des francophones, le Parti libéral est exterminé et il est même plus compétitif. En fait, dans beaucoup de comtés, on a beau dire le Parti québécois, dans les comtés francophones qui sont la majorité, la lutte est quand même à 2 entre la CAQ et le Parti québécois. Le Parti libéral n'est plus là. Ouais. Bon, alors, sincèrement, quand vous êtes le deuxième, même qu'on serait le deuxième parti, OK? C'est quand même pas
une mauvaise position. Par définition, dans notre système, il y a un premier puis un deuxième. C'est la position officielle. Et on se fait pas harakiri à chaque élection. On se retrousse les manches puis on continue. Puis on essaie de critiquer. Mais là, si on reste ici dans le comté sur la Côte-Nord, là, l'élection d'octobre prochain, ça risque d'être un profil bien différent. Peut-être qu'on va avoir plus de candidats qu'on n'en a jamais vus. La CAQ, si la rumeur se confirme que Russell Tremblay, un ancien de votre exécutif, est le candidat de la CAQ, elle va certainement ramasser plus de votes. C'est plus un château fort péquiste, là. Ça existe plus des châteaux forts péquistes. Pas trop embarqué là-dedans, mais un candidat battu à une élection que vous amenez comme candidat vedette, je sais pas, là. Ben, on l'a vu à la dernière élection avec Madame Méthode qui s'est présentée pour les libéraux. Et pendant longtemps dans la soirée, elle a chauffé beaucoup Madame Richard. Elle se présentait pour les libéraux, ce qui est différent. OK. Donc, c'est dépendamment du contexte de l'équipe avec laquelle elle se présente, c'est différent. C'est toujours. Parce qu'à la fin, on va être franc. À l'époque où mon premier beau-père était député fédéral de la Côte-Nord, dans les années 40. Mm-hmm. Okay. Oui, il y avait beaucoup de contacts personnels. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de médias sociaux. T'avais des... Ça s'appelait comment ton beau-père, M. Coiteux? Non, pas du tout. Pas du tout. Gallienne? Non. Dans les années 40? Ouais, bien avant ça. 16 ans d'autre. Dans le temps, le comté faisait partie de Saguenay, je pense. Quelque chose comme ça. Faisait partie de Saguenay. Et les campagnes étaient locales. Okay? Mm-hmm. C'est une personnalité locale. Aujourd'hui, là, on se préoccupe pas, dans beaucoup de comtés métropolitains, là, essayez de demander dans la région de Québec ou de Montréal, quel est le nom de votre député. Ouais. Demandez-leur quel est le nom de votre comté. Ils n'en ont aucune idée. Ah, c'est un vote national. C'est un vote national. C'est une campagne nationale. Les moyens de communication modernes ont transformé notre système parlementaire en système présidentiel. On vote même pas Parti québécois ou Parti libéral. Quand des gens vont voter, disons, contre les libéraux, ils vont voter contre le Dr Couillard. Ils vont voter même pas contre le Parti libéral, ils vont voter contre le Dr Couillard, ils vont voter contre le Dr Barrette. Oui, mais d'un côté, tu te demandes quelle est la meilleure alternative au Parti libéral. C'est sûr que les libéraux vont peut-être reprendre du vote, garder celui de la Basse-Côte-Nord, surtout s'ils déménagent effectivement la commission scolaire du littoral, comme on le promet à tous les 10 ans. Ouais, peut-être que la CAQ va être plus intéressante là pour la Côte-Nord. Vous n'êtes pas gagné là en octobre prochain. Il faut travailler fort quand même. Il n'y a jamais une élection qui est gagnée. Jamais, jamais. Que ce soit là pour... même un siège de commissaire d'école. L'élection n'est pas gagnée. Moi, j'ai commencé ma vie en politique en 1974 dans une élection de commissaire d'école. Oui, il y a 12 personnes qui ont été votées. Plus que ça. 13? Non, il y avait pas mal de monde. Les campagnes n'étaient pas nationales. Mais il n'y a aucune élection qui était gagnée. Donald Trump est rentré... Alors que, statistiquement, en fait, il est rentré dans, tu sais, dans un sondage, vous donne 95% de temps, 5%. Ouais. Donald Trump est rentré dans le 5%. Mais à partir du moment où la souveraineté est plus un enjeu, qu'est-ce qui reste au PQ? Le bon gouvernement, on l'a essayé, puis c'était peut-être pas si vrai que ça dans la tête de bien des gens. Qu'est-ce qui reste? Souveraineté, là, moi, je regarde ça un petit peu. Il y a je parle à mes étudiants, puis bon, on ne peut pas faire autre chose. Si j'enseigne l'économie du Québec, il faut qu'on parle du Québec. J'enseigne des politiques du Québec, il faut parler de politique du Québec. Puis je leur demande, êtes-vous Canadien ou Québécois? Puis ils me répondent totalement, je suis Québécois. Non? J'ai pas de Canadien dans ma classe. OK? Puis on parle pas de faire des gros débats partisans. Sauf que c'est rendu un peu comme l'eau ou l'air. Okay? La loi 101 a eu un effet quasiment pervers. Ça a été de réassurer les gens sur la vie quotidienne au Québec se déroule... En région. À Montréal, c'est très différent. C'est très différent. Là, vu d'ici, on se demande c'est quoi l'histoire du bonjour-ail. Pour des gens qui vivent à Montréal, c'est pas souvent le bonjour-ail, c'est le ail tout court. Vous rentrez dans un Starbucks au centre-ville, même du côté est de Saint-Laurent, et vous allez avoir des places où on va dire aïe, tu lui parles en français puis continue à te parler en anglais. On retourne aux années 60. Ah, mais mochaccino, c'est en français ou en anglais, de toute façon. Oui, il y a plus que mochaccino quand tu fais ta commande. Et ça fait qu'enrichir une société, mais veut dire à un moment donné. Non, on parle pas du mochaccino, là. On parle avec le barista, tu lui parles en français, et il te répond en anglais. OK? Puis tu sais qu'il connaît le français. OK? Ouais. Mais on est revenu là. Le visage français de Montréal, si vous rentrez dans un hôtel, il n'y a même pas de journaux français depuis que la presse est rendue électronique. Il n'y a même pas de journaux français pour être distribués aux clients. À l'aéroport de Dorval, il n'y a pas de journaux français pour être distribués aux clients. Si vous allez à l'aéroport de Dorval, oui, il y a du français, mais ce
Si vous êtes étranger, vous vous rendez compte que c'est le français international d'un aéroport international. Mais vous n'avez aucune idée que vous êtes dans une ville supposément française. Il n'y a aucun journaux, presque pas de revue, c'est entièrement anglais. Malheureusement, le temps passe tellement vite, on n'a plus de temps de parler du retour de PKP, éventuel retour. Hein, qu'on se reprendra. Ouais, dès qu'il y aura d'autres nouvelles, on vous réinvitera. Jacques-René Giguère, qui est président du Parti québécois dans Duplessis. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Côte-Nord. Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. Logistec, une entreprise de choix de fournisseurs en matière de solutions sécuritaires, durables et créatives dans les secteurs maritimes et environnemental, a plusieurs postes à combler d'électriciens, mécaniciens, surintendants et techniciens. Si vous souhaitez joindre une entreprise en pleine croissance, veuillez faire parvenir votre CV au département des ressources humaines à votre carrière à commerciallogistec.com. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. La salle Jean-Marc Dion, en collaboration avec le Saint-Hubert et le Saint-Tube, vous présente samedi le 3 février à 20h, Vincent C., le bad boy de la magie. Pas de paillettes, pas de tuxedo, ni de chapeau haute forme pour Vincent C. Depuis plus de 10 ans, il a développé son propre style, alliant humour sanglant et magie. Premier Québécois à recevoir le Mandrake d'or, considéré comme l'Oscar de la magie. Il est extraverti, déjanté, original et un peu tordu, tout comme sa magie. Procurez-vous vos billets à la salle Jean-Marc Dion par téléphone au 88 962 0100 ou en ligne en tout temps jusqu'à la veille du spectacle au www.sallejmd.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94.1. Attitude. Alors, Jean, on se continue dans notre bloc politique en parlant d'une proposition là, qui sera déposée à la commission politique dans les prochaines semaines. Et pour nous parler de cette proposition, on va rejoindre au téléphone le président du Parti libéral du Canada dans Manicouagan, Monsieur Dave Savard. Monsieur Savard, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à votre émission, c'est très apprécié. Ça nous fait bien plaisir. Donc, parlez-nous un peu de cette proposition que, lors de la dernière Assemblée générale là, du 7 mai, c'est l'Association libérale fédérale de Manicouagan qui a voté à l'unanimité une résolution. Quelle est cette résolution? Bien, c'est sûr que je vais résumer parce que je sais pas combien de temps qu'on avait pour discuter ensemble. Mais... on a 7 minutes environ, fait que vous avez le temps. OK. Et on parlait surtout de l'achèvement du réseau routier canadien, c'est-à-dire compléter là, la 138 jusqu'à Blanc-Sablon. C'était vraiment l'enjeu sur lequel nous, on a préparé une résolution qui est quand même élaborée en plus de détails et qui a été retenue au niveau local, c'est-à-dire au niveau du Parti libéral Québec fédéral. Et là, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas les seuls à proposer des résolutions. D'autres provinces le font aussi. Et là où ce que ça devient vraiment intéressant, c'est que Terre-Neuve-Labrador ont fait la même chose. Et leur proposition qui va dans le même sens que la nôtre, c'est-à-dire d'achever le réseau routier canadien, c'est ça que eux le font à leur manière de leur côté dans leur province, eh bien, a été accepté et va être présenté au niveau national, c'est-à-dire au Congrès à Halifax du Parti libéral du Canada. Donc, c'est vraiment une nouvelle, je pense que je ne sais pas si ça a été fait dans le passé, mais d'amener ça au niveau national, c'est vraiment une première, en tout cas à mon avis, là, qu'on peut observer. Puis qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est possible dès maintenant, si les gens se rendent au www.halifax.com, d'aller commenter cette résolution-là,
qui parle de relier les Canadiens en développant l'infrastructure par liaison fixe. Mais donc ça, c'est ouvert à tout le monde. Mais dans la proposition de Terre-Neuve-Labrador, du Parti libéral du Canada de Terre-Neuve-Labrador, il y a rien qui parle de la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord, de la 138. On est vraiment conservateur sur les moyens de rejoindre principalement l'île de Terre-Neuve au reste du réseau. De votre côté, est-ce que ça aurait été intéressant de se joindre à eux pour une proposition conjointe et d'inclure le prolongement de la route 138? Ben, déjà, il y avait pourparlers au niveau provincial entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Terre-Neuve, Labrador. Et déjà là, il y a des ententes là, l'été dernier. Faudrait que j'aille voir dans les articles. Mm-hmm. Mais il y a un mouvement qui va dans ce sens-là. Et dans la résolution dont je parle, qui va être présentée lors du prochain congrès, il y a mention du Québec dans cette résolution-là. C'est sûr qu'on aurait aimé plus de détails, plus d'informations, mais vous comprenez que quand on présente une résolution de cette ampleur et qui inclut aussi d'autres résolutions, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir faire avancer certaines idées au niveau fédéral. Il y en a plusieurs d'autres. En fait, il y a 39 résolutions à l'échelle du pays. Donc, je pense qu'il faut être le plus général et quand même assez précis pour que le projet passe. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres démarches qui se font, M. Savard, là? Parce que la route 138, prolongement, c'est pas un nouveau projet, là. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Là, c'est quand même un processus qui est long à l'intérieur de votre parti. Le Parti libéral du Canada, il est au pouvoir. C'est le gouvernement Trudeau. Le but de ça, c'est que le fédéral partage la facture avec la provinciale puis qu'on la finisse au plus vite, la route 138. Vous n'avez pas d'autres couloirs pour en discuter aux ministres concernés, vous? Ben, c'est sûr qu'il y a eu des approches dans ce sens-là. C'est sûr que nous sommes une association, donc je ne suis pas député, je veux dire, je suis président d'une association. Donc, il y a quand même un rôle à ce niveau-là, de la députée fédérale de notre circonscription. Je ne sais pas si elle en parle, je ne sais pas si c'est une idée qu'elle cherche à faire avancer au sein de son groupe. Mais nous, c'est sûr que la meilleure façon qui nous était possible, envisageable, réaliste de faire, c'était sous forme de résolution. Et ça a fonctionné. Ça a donné le résultat dont je vous parle aujourd'hui, que là, c'est rendu au niveau national. Puis c'est sûr que nous, comme Association libérale fédérale de Manicouagan, on va suivre ça de très, 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 très proche. Et il y a des gens de cette île aussi qui font partie de notre association, qui vont suivre ça de très proche aussi, pour que cette résolution-là, on l'espère, va être acceptée et que ça va devenir un enjeu électoral pour les prochaines élections fédérales de 2019. Mais ça nous remet loin quand même pour des investissements du fédéral, non? Ben, déjà, il y a des investissements qui sont faits au niveau provincial. Ça, c'est pas négligeable. Déjà, Labrador Terre-Neuve, je pense qu'ils devraient compléter leur route de leur côté l'année prochaine. Donc là, ce qui reste, c'est les 300 kilomètres. Et là, c'est là que ça va jouer. C'est sûr que c'est loin, ça peut paraître loin, mais l'idée, c'est que là, en ce moment, on a une opportunité. Et les gens, moi, je les invite à aller voir cette résolution-là, à la commenter et surtout, de l'appuyer. Parce que c'est une occasion, c'est l'occasion pour nous, les Nord-Côtiers, Nord-Côtières, de se faire entendre. Oui, c'est sur le site www.halifax2018.com, ça se trouve assez bien. Vous, comme président de l'Association libérale, est-ce que vous trouvez que votre gouvernement de Justin Trudeau, il pose les bons gestes, il est préoccupé par les régions, par la Côte-Nord? On l'a pas vu sa côte, hein? Ça, l'invitation a été faite. Je vous le dis, on est patient, mais j'espère, en tout cas, vers 2018, fin 2018, début 2019, qu'on va avoir la visite de notre premier ministre, on travaille là-dessus. Juste avant les élections, comme par hasard. On peut voir ça comme ça, mais disons qu'il est demandé un peu partout, pas juste au Canada, mais un peu partout dans le monde aussi. Mais l'invitation a été faite, ça je vous le dis, et nous travaillons là-dessus comme bien d'autres projets. Et c'est sûr que, comme tout le monde, on aimerait ça avoir la visite du premier ministre, c'est certain. Vous êtes confiant pour la prochaine élection, les libéraux, là? Moi, il me semble qu'à la dernière élection, vous n'aviez pas la bonne candidate. Michèle Audette, elle serait députée aujourd'hui, elle aurait gagné si elle avait passé l'investiture. Oui, c'est possible. C'est ça, la seule façon de le savoir, c'est si elle avait été candidate, aux élections. Ça, il aurait fallu peut-être le voir, le vivre pour le confirmer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et là, c'est sûr qu'on compte bien se reprendre pour les prochaines élections de 2019, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres au Parti libéral du Canada sur la Côte-Nord? Oui. C'est grand, comme comté quand même. Ben, c'est d'un point de vue géographique.
Je vous dirais que c'est grand, c'est un pays dans le pays, hein. Faut pas se le cacher. Donc la distance est un obstacle, mais malgré la distance, on réussit quand même à se parler. Il y a des bonnes relations avec les gens de Sept-Îles, avec les gens de Bécomo, Haute-Côte-Nord, Forestville et la base Côte-Nord aussi. Donc il y a quand même beaucoup de membres. On est environ 300 membres dans l'association libérale fédérale de Manicouagan en ce moment. On a un conseil administratif qui est composé quand même d'un président, moi-même, d'un vice-président, secrétaire. Donc, on a une structure, on a une organisation. Et là, c'est ça que ça va grossir d'ici les prochaines élections. Ça, on en est très confiants. Mais on aura certainement l'occasion de se reparler d'ici la prochaine élection, Monsieur Savard. Un gros merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes président de l'Association libérale fédérale de Manicouagan. Ben, merci à vous, très apprécié. Puis j'espère d'avoir l'occasion de vous reparler aussi dans un futur proche. Attitude. Pure FM 94. Le Ram Édition Black Express, c'est comme un Ram 1500, avec l'un des 10 meilleurs moteurs selon Wards et une capacité de remorquage allant jusqu'à 10 500 livres. C'est une vraie bête, avec un petit quelque chose de plus... Des roues de 20 pouces noirs, des forts halogènes noirs, une calandre tout en noir, des forts anti-brouillard, tous les emblèmes en noir, même les pare-chocs sont noirs. OK. Le Ram 1500 Black Express, c'est une vraie bête noire. Chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On va parler du défi tabac appelé J'arrête, j'y gagne avec la dynamique Dr Christiane Laberge qui est chroniqueuse à la télé mais spécialiste en médecine familiale. Docteur Laberge, bonjour. Bonjour. Ça fait plusieurs années que vous vous impliquez quand même dans ce défi J'arrête, j'y gagne là. Qu'est-ce qui vous motive? Vous êtes une ex-fumeuse, vous? Non. Mon père fumait 3 gros par jour, comme on disait dans le temps, donc 75 cigarettes par jour. Moi, j'ai fumé surtout la secondaire, je dirais. Mais cela dit, parce que je trouve important, j'ai travaillé longtemps avec des enfants, et je trouvais déplorable, justement, la fumée secondaire chez ces enfants, et les effets secondaires que ça avait aussi chez eux, directement examinables, je dirais. Donc, c'est un peu pour ça que le défi tabac est devenu une cause. Deuxièmement, c'est qu'on voit de façon synchrone, très, très, très symétrique, la montée chez la femme de l'utilisation de la cigarette et la montée du cancer du poumon qui est le plus tueur dans tous nos cancers. Donc, c'est pour ça aussi, on n'aime pas ça, perdre des patients de 60 ans de cancer du poumon. Oui. Alors, effectivement, outre les maladies cardiovasculaires, on a aussi des gens qu'on aime, qu'on perd, et ça, j'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que cet aspect-là de tabagisme a toujours été quelque chose que je trouvais important. Puis l'autre affaire, moi, j'aime ça le succès. Vous? Aimez-vous ça? Oui, puis J'arrête, j'y gagne, c'est un succès, quoi. On se fait quand même quelques années qu'on utilise cette formule-là. C'est une trousse assez complète. C'est du soutien pour les gens qui veulent s'essayer, oui, arrêter de fumer, bien sûr. C'est un programme sur quelques semaines. C'est un engagement quand même pour les personnes qui vont s'inscrire là avant le 5 février. On sait que le fait de s'engager, le fait de s'inscrire, le fait de dire autour, telle date, je serai enfin libre de cette dépendance. Troisièmement, le 6 semaines, il est vraiment étudié parce que si vous êtes en sevrage pendant 6 semaines, vous êtes abstinent, vous avez 6 fois plus de chances d'être un ex-fumeur au bout de l'année. Donc, c'est pas pour rien le 6. Et on sait qu'il y a 60% des gens qui veulent arrêter de fumer, qui sont des fumeurs actifs, mais qui veulent arrêter. Donc, tous ces éléments-là concourent au succès de la manœuvre en question. L'autre chose, c'est que c'est gratuit. Deuxièmement, on sait que la motivation, c'est l'anticipation du plaisir ou de l'utilité. Donc, si je me projette pas dans l'avenir, si je vois aucun plaisir et je vois aucune utilité, ben c'est clair que c'est la fin des haricots. Donc, il faut que je me trouve quelque part quelque chose qui me motive. Et le groupe au Québec, c'est quelque chose qui est motivant. On fonctionne beaucoup en groupe. Donc, quand je fais partie d'une communauté, entre guillemets, qui va m'aider, qui va me donner du renforcement positif, qui va me permettre un échange, qui va me faire trouver le meilleur moyen pour moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans « tu vas me dire quoi faire ». Non, non, non. Je vais choisir dans mon éventail d'outils qu'est-ce que j'essaie dès maintenant. Si je m'inscris aujourd'hui, défitabac.ca. Donc, je vais aller chercher avec mon inscription une trousse chez Jean Coutu. Je vais avoir des chances de gagner des prix, 100$ de bon d'achat, des chances de gagner 2 voyages dans le Sud, des chances de gagner le iPhone 7. Et outre ça,
des chances de gagner mon combat contre la cigarette. Tant mieux si on regroupe tout ensemble les bons trucs pour arrêter de fumer. Les méfaits du tabac sont quand même connus, hein. Il y a beaucoup d'études depuis plusieurs années. Mais je pense aux gens de mon âge, là, le monde dans cinquantaine, Dr Laberge, c'est des vieilles habitudes qu'on a de la difficulté à se défaire. Même avec un défi de 6 semaines, des fois des habitudes ancrées depuis plus de 30 ans, là, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, et c'est pour ça qu'on vous offre pas de donner un coup de pied dessus puis de dire j'arrête, puis vous mettre en condition de victime, attaqué par les gens de l'extérieur. Tu me diras pas quoi faire. Non, on y va avec qu'est-ce que je pourrais me donner comme plaisir alternatif. On a remarqué que les gens qui fument pour se récompenser. Hein? Enfin, j'ai fini une tâche. Deuxièmement, pour aller respirer, ma mère elle disait donne-moi le temps de souffler un peu, tu sais. Ouais. Et troisièmement, j'ai le goût de rentrer dans ma bulle des fois. Je veux me la remplir pour pas dire des niaiseries. Je veux me retirer pour réfléchir. Donc, il y a des outils qu'on peut se donner. Par exemple, si je décide je peux faire une petite application gratuite sur les téléphones cellulaires. Ça s'appelle Respirelax. Tu vois une petite bulle d'air dans l'eau qui monte, qui descend. Si tu t'astreins à respirer 3 minutes avec cette application-là, tu vas ressentir que ta respiration va jusqu'au bout. Tu vas ressentir que quand tu respires jusqu'au bout, là, tu diminues ton anxiété. Tu fais de la cohérence cardiaque. Ah ben, ça veut dire que je vais me sentir mieux que dehors à moins 30 en ayant mis ma bougrine. Ouais. Deuxièmement, je peux aussi me récompenser. Si je décide d'aller me faire, par exemple, un bon thé, puis de l'aromatiser à ce que j'aime, mais pendant que je le sens, pendant que je le sens passer dans ma bouche, pendant que je le déguste, ben je suis dans ma zone de plaisir. Si j'écoute pendant ma pause une salsa parce que je vais gagner le voyage dans le sud, je suis persuadée, parce que j'ai plus de chances de gagner ça que la loterie, à ce moment-là, je suis déjà plus là. Je suis déjà dans ma récompense. Donc, on sait que la cigarette, elle a été trafiquée le tabac a été trafiqué par les cigarettiers pour vous rendre plus dépendant plus rapidement. Donc, si je suis très fâchée contre les cigarettiers, je vais me trouver un moyen de dire, garde mon homme, va me trouver du plaisir, puis ça sera pas ta cigarette qui va me la donner. Alors, tous les moyens sont bons. Moi, j'ai une madame qui se promenait avec un tube dans lequel elle avait mis sa cigarette, puis chaque fois que le petit goût, il reprenait, elle regardait sa cigarette, puis elle disait, oh non, ma maudite, tu m'auras pas. Ouais. Puis là, elle la remettait dans son sac à main. Le vapotage, est-ce que ça peut être une formule de transition utilisable ou si c'est tout aussi critiquable et néfaste? Personnellement, je n'ai vu aucune personne arrêter avec la cigarette électronique parce qu'on garde le geste, parce que c'est une substance qui actuellement, comme on peut pas la fumer à l'intérieur, on se ramasse avec la même gang dehors, on oublie la vapoteuse, on passe-moi en don une, puis on recommence à fumer. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il est sorti quand même, on n'a pas d'études validées sur le moyen et long terme sur le vapotage. Deuxièmement, moi, j'aime pas ça me faire avoir. Et l'Université de Montréal, l'année passée, avait pris 9 liquides qui servaient là, dans des boutiques, là, comme liquide sans nicotine à votre vapoteuse, et il y en a 6 qui en contenaient. Donc, moi, j'aime pas ça me faire avoir. J'aime bien savoir ce qu'il y a dans mes produits autant que possible. Donc, c'est un peu ça le problème. Et ce matin, on a parlé d'une étude avec un professeur de pneumologie qui disait que oui, chez les souris, il y a des modifications de l'ADN, c'est-à-dire, pour avoir une modification d'ADN, est-ce que ça sera cancérigène ou pas cancérigène, mais c'est jamais bon d'avoir une modification de ton ADN au niveau du poumon, au niveau des vaisseaux, au niveau de la vessie. Donc, on a ça chez la souris. Est-ce que c'est extrapolable chez l'homme? On le sait pas, parce que ça prend quand même un cancer, ça prend moins de 10 ans à se faire. Ouais. Donc, on n'a pas 10 ans d'expérience de vapotage grand niveau. L'autre chose, c'est qu'on sait que les gens qui ne fument pas, qui vapotent, il y en a près de 25% qui vont devenir des fumeurs. Est-ce qu'on a 25% d'arrêt chez ceux qui vapotent, qui sont des ex-fumeurs? On n'a pas encore ces chiffres-là. Ouais, ça fait que ça peut être une transition des deux bords. Peut-être en terminant, il y a une nouvelle loi sur le cannabis aussi. Vous n'avez pas l'impression, là, parce que la campagne J'arrête, j'y gagne cette année s'adresse principalement aux jeunes, 18-25. Vous n'avez pas l'impression qu'on envoie un message, un drôle de message en légalisant le cannabis puis en invitant tout le monde à arrêter de fumer en même temps? Ça, on va prendre les choses une à la fois parce que là, les études vont être de plus en plus importantes au niveau du cannabis. Actuellement, comme c'est une substance illégale, on n'avait pas des études tant et plus là-dessus parce que effectivement, on n'avait pas des cohortes qui se validaient d'elles-mêmes. Hein. On sait c'est des études rétrospectives, mais probablement. Puis l'autre affaire, c'est que tu veux bien, si j'étudie l'aspirine à 80 mg, on s'entend-tu que c'est pas l'aspirine à 325 mg? Oui. Alors, si on fait des études rétrospectives sur ceux qui ont fumé du pot il y a 30 ans, qui étaient du pot à peu près 4%, 8%, et que cette année, on a du pot à 30%, on s'entend que c'est presque pas la même substance. Alors, ces études-là sont difficiles à faire, mais oui, si tu ne fumes pas, ben, t'as déjà pas l'habitude d'inhaler, t'as déjà pas l'habitude de tenir une cigarette, t'as déjà pas l'habitude de créer
créer cet environnement positif, on présume, on essaie, on croise les doigts que ça sera pas nécessaire à ta vie non plus, que tu vas être capable d'avoir du plaisir. Comme ça, juste de même, que ça soit juste drôle la vie. Pourquoi pas? Et pour arrêter de fumer, ben c'est défitabac.ca. On a toute l'information, la trousse. La date, c'est le 5 février pour s'inscrire. Et la docteure Christiane Laberge nous dit que c'est pas mal ce qu'il y a de plus efficace là, sur le marché pour arrêter de fumer. Oui, tout à fait. Puis c'est la force du groupe. Et le support des gens autour. Tout à fait. Un gros merci, docteur Laberge. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Alors Jean, c'est ce qui termine notre semaine de Côte-Nord Attitude. On s'excuse, on a défoncé, mais c'est ce qui arrive avec 5 entrevues et des gens très intéressants. On sera de retour la semaine prochaine avec 4 autres émissions d'actualité d'affaires publiques. Ce qu'on surveille, entre autres, demain, le sommet sur le transport aérien. Ouais, là, ça fait assez longtemps qu'on le dit que les prix des billets d'avion coûtent moins cher Montréal-Paris que Montréal-Sept-Îles. Il va peut-être y avoir des annonces d'Air Canada ou du premier ministre lui-même demain quand même là-dedans. On surveille ça de très près. Bonne fin de journée tout le monde. Bye.